Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, une énorme quantité de déchets faiblement radioactifs pourrait être entreposée près de la rivière des Outaouais. Ce site de stockage nucléaire devra demeurer étanche pendant 500 ans, mais sa conception soulève de sérieuses critiques, l'héritage inquiétant de Chalk River. Un consortium privé veut construire à Chalk River, en Ontario, un site permanent de stockage de déchets radioactifs. Ces déchets de faible radioactivité ne seraient pas enfouis profondément sous terre. On les déposerait à la surface, sur les flancs d'une colline. Ce qui inquiète les opposants au projet, c'est que le site choisi serait à moins d'1 kilomètre de la rivière des Outaouais et que cette rivière est la source d'eau potable de millions d'habitants. Nous sommes sur la rivière des Outaouais, à 190 km d'Ottawa. Toutes les fins de semaine de l'été, Elsa Martinez et Jason Phelps se rendent à leur chalet familial situé sur l'île Corinne, en plein milieu de la rivière. À l'intérieur du chalet, des photos de famille et des affiches antinucléaires. Si Jason et Elsa se mobilisent, c'est qu'on veut construire tout près d'ici, à Chalk River, un des plus grands centres de déchets nucléaires au pays. Ils font pas juste un dépotoir, ils font un méga dépotoir. C'est 1 million de mètres cubiques. C'est du jamais vu vraiment au Canada. Il y en a certaines autres sites dans le monde. La plupart sont dans les déserts, loin des populations, loin de l'eau. Ici, on met ça 1 kilomètre de l'Outaouais. Ce qu'ils craignent, c'est que l'eau de la rivière des Outaouais soit contaminée par les produits radioactifs du nouveau centre de stockage. Qu'est-ce qui me garantit que la radioactivité ne va pas contaminer le sol, l'eau souterraine? Et qui dit eau souterraine dit eau qui se déverse dans la rivière des Outaouais. Comme la rivière des Outaouais se jette dans le fleuve Saint-Laurent, c'est l'eau potable de millions de citoyens qui serait à risque. Laval, Ottawa, Gatineau, Montréal, et on parle de millions de personnes qui boivent l'eau de la rivière ici. À Chalk River, en Ontario, le gouvernement canadien a investi 20 millions de dollars dans les laboratoires d'énergie atomique. Jusqu'ici, la totalité des travaux était restée secrète. Construit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Chalk River est le plus vieux laboratoire de recherche nucléaire au pays. C'est ici qu'on a développé le réacteur CANDU. C'est ici aussi qu'on produit des millions de doses d'isotopes médicaux. Aujourd'hui encore, près de 3000 personnes travaillent dans ces laboratoires. Les recherches qu'on fait ici depuis 60 ans génèrent des tonnes de déchets. On retrouve un peu plus haut dans la forêt une dizaine de parcs radioactifs. Ces parcs contiennent des déchets de faible, moyenne et haute activité. Ces déchets sont tous entreposés de façon temporaire depuis plusieurs décennies. Énergie atomique du Canada, qui est responsable de ces déchets, veut leur trouver un domicile permanent. Une solution temporaire, c'est pas la meilleure solution parce que justement, c'est temporaire. Et donc, on a besoin de restaurer des sols contaminés. On a besoin de démolir des édifices. Il faut mettre ces déchets-là quelque part. Et l'installation de gestion des déchets proposée, c'est ce que ça va nous permettre de faire. La solution, c'est de construire d'ici 2 ans le premier site de stockage permanent de Chalk River. Ce site, qu'ils appellent une installation, aurait principalement des déchets de faible activité. Leur installation serait tout près des laboratoires et à moins d'1 kilomètre de la rivière. L'installation est designée conformément aux normes internationales. Elle est faite pour contenir les déchets de façon sécuritaire et à long terme, jusqu'à temps que leur durée de vie soit telle qu'il n'y ait plus de danger pour le public et l'environnement.
Énergie atomique du Canada Limité a confié en 2015 le mandat de construire et gérer cette installation à un consortium privé. Les laboratoires nucléaires canadiens sont maintenant dirigés par SNC-Lavalin et 4 multinationales anglo-américaines. Le consortium a produit une étude environnementale de 1300 pages qui explique l'ampleur du projet. Leur but, construire un immense centre de stockage de 16 hectares. À l'intérieur, on retrouve 10 cellules dans lesquelles on va mettre 1 million de mètres cubes de déchets de faible activité. Nous avons négocié 5 mois avec le consortium pour avoir accès au site. C'est une forêt. Oui, c'est une forêt. La forêt est intacte. Où sera l'installation? Si vous regardez derrière nous, ça commence un peu plus bas au niveau de la route. Et ça va aller jusqu'à la crête de la colline. Vous êtes essentiellement en plein centre de la structure. On peut voir la base de la colline d'ici. Pour l'instant, il n'y a que des arbres. Mais d'ici 1 an, on veut déboiser la forêt. Les déchets radioactifs formeront un monticule qui aura 18 mètres de haut, l'équivalent d'un édifice de 5 étages. La durée de vie du nouveau site est de 500 ans. Le coût de cette installation est de 600 millions de dollars. Près de 90% du matériel qu'on veut mettre ici est déjà sur le site. Une grande partie des déchets est sur le bord de la rivière. Ce que nous faisons, c'est de la revitalisation, c'est du nettoyage. Le consortium LNC espère qu'avec cette installation, ils vont nettoyer une grande partie des erreurs du passé. Faire disparaître les déchets radioactifs est un sérieux problème. Rien n'arrête les radiations, ni le feu, ni la mer, ni la terre. Rien. Le temps seul. Dans les années 50, on ne gardait pas d'inventaire précis des déchets radioactifs. Pour s'en débarrasser, on creusait un trou et on les enterrait directement dans le sable. Ils ont aussi enterré pendant 30 ans des milliers de litres de liquide radioactif provenant des réacteurs de recherche. Aujourd'hui, des panaches de strontium en mauve et de tritium en vert s'échappent de plusieurs fosses. On veut récupérer une partie de ces terres contaminées et les mettre dans le nouveau site de stockage. Ces fosses fonctionnent comme elles ont été conçues. Ce que nous proposons pour l'installation de déchets, c'est de prendre ces déchets historiques, les déménager et les encapsuler dans une installation moderne. Il n'y a pas que des sols contaminés qu'on va mettre dans l'installation. Il va y avoir beaucoup de déchets de construction. Le consortium LNC veut moderniser les laboratoires pour créer un campus ultramoderne de plus d'1 milliard de dollars. Pour y arriver, ils vont démolir une centaine de vieux bâtiments, ce qui va générer beaucoup de déchets. Ces bâtiments sont toujours debout et doivent être déclassés. On va les démonter et les débris seront mis dans des colis. C'est ce qui devient des déchets de faible intensité. Les déchets les plus dangereux, ceux de haute activité, ne seront pas dans le nouveau site de stockage. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir précisément? Au début du projet, le consortium voulait y mettre des déchets de faible et moyenne intensité. Mais à la suite des protestations des groupes de pression, ils ont changé d'avis. Ils vont y mettre principalement des déchets de faible intensité. Ce sont surtout des radionucléides de courte vie, des déchets de faible intensité. C'est essentiellement composé de césium et de strontium, des produits qui ont des demi-vies de 30 à 50 ans, soit le temps qu'il faut pour perdre la moitié de leur radioactivité. L'idéal pour le consortium, ce sont des déchets de courte vie, ceux qui perdent leur radioactivité rapidement.
Le césium-137, par exemple, a une demi-vie de 30 ans. Après 30 ans, il perd la moitié de sa radioactivité. Il faut donc attendre 10 fois 30 ans, soit 300 ans, pour que le produit devienne inerte. Ce n'est pas vrai qu'il n'y aura que des substances de courte vie. D'accord? Alors ça m'inquiète. Ginette Charbonneau est une physicienne à la retraite qui lutte contre le projet. Elle a repéré plusieurs radionucléides de longue vie qu'on va mettre dans le monticule. Le carbone-14, par exemple, a une demi-vie de 5700 ans. L'américium-243, 7364 ans. Le plutonium-239, 24 000 ans. Le chlore-36, 300 000 ans. Et l'uranium-238, qui a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Il y a des produits qui vont être à l'intérieur du monticule qui vont être radioactifs pendant des millions d'années? Oui. Oui. Peut-être pas beaucoup, mais il va y en avoir. Difficile de savoir quelle quantité d'éléments de longue vie va se retrouver dans le monticule. Dans ce document du consortium, l'information sur la concentration des radionucléides est caviardée. Nous allons caractériser et documenter chaque colis qui entre dans l'installation pour nous assurer d'être sous les seuils permis par notre licence. Selon Ginette Charbonneau, il y aura jusqu'à 25 éléments de longue vie dans le nouveau centre de stockage. Le dépotoir a une durée théorique de 500 ans. Alors, tout ce qui a plus que 500 ans, puis je dirais même 300 ans, ce serait pas mal plus réaliste. Il ne faut pas le mettre là-dedans. Le consortium dit que les radioéléments sont souvent mélangés et qu'il est impossible de retirer les longues vies du lot. On parle de morceaux minuscules. Les gens croient qu'on peut aller dans les déchets et dire « Oups, il y a un peu de ça, je le retire. Et un peu de ça, je le retire. » C'est impossible. Ce qui inquiète les résidents, c'est que personne ne peut leur dire précisément ce qu'il va y avoir dans le site de stockage. Bien, on est préoccupé parce que parmi les déchets radioactifs, il va y avoir du tritium, il va y avoir du plutonium, il va y avoir de l'uranium qui décide d'enfouir là. Puis, comme on voit, tout ça risque de se déverser directement dans l'eau. Après la pause, les risques de construire le site de stockage nucléaire en zone humide. Chalk River est un laboratoire nucléaire de classe 1A, le plus haut niveau de sécurité au pays. Ce laboratoire possède son propre réacteur nucléaire, le NRU, qui jusqu'à cette année a produit des millions d'isotopes radioactifs. Ici, dès qu'on entre dans la zone de recherche, tout est fouillé, analysé et strictement contrôlé. On s'assure que les produits radioactifs à l'intérieur des laboratoires ne se retrouvent pas dans la nature. Tous les jours, des biologistes du consortium LNC font des analyses. On prélève des échantillons d'air et d'eau jusqu'à 50 km à la ronde. Donc, avec plus de 400 stations d'échantillonnage et plus de 30 000 analyses par année, les résultats nous démontrent constamment qu'on assure la protection de l'environnement et du public. Ces biologistes cherchent des radioéléments précis. Il y a une vingtaine d'isotopes qui sont de grands voyageurs. L'iode, le cobalt, le césium. Mais de tous ces produits, le champion de l'évasion, c'est le tritium. Le tritium, c'est de l'hydrogène radioactif. Et l'hydrogène, c'est le plus petit des éléments et c'est surtout un des constituants de l'eau, H2O. Et donc, il va s'accrocher facilement à la molécule d'eau et il est rejeté très facilement dans l'environnement.
Le tritium utilise plusieurs déguisements pour s'évader des sites nucléaires. En phase gazeuse, il s'enfuit par les cheminées. En phase liquide, il devient de l'eau tritiée et part dans les cours d'eau. Les sites nucléaires ont beaucoup de mal à l'arrêter. Il est tellement léger qu'il passe même à travers des parois de métal. On prend un fût métallique, on met de l'eau tritiée. En un an, il y a à peu près 10% du tritium qui s'est sauvé à travers la paroi métallique. La paroi ne le retient pas? Non, il sort. C'est la Sainte-Hélène ou le Grand-Bel, là? David Boilé est un physicien nucléaire français. Il travaille pour l'ACRO, un laboratoire agréé qui traque les produits radioactifs dans l'environnement. À notre demande, David Boilé a étudié le projet de stockage de surface de Chalk River. Il constate que le tritium est un des principaux éléments radioactifs à l'intérieur du monticule. Il s'étonne qu'on mette autant de tritium si près de l'eau. Il y a le lac Perch. Il y a le ruisseau Perch. Il y a des marais et des marécages à proximité du futur centre de stockage. On regarde la carte et qu'on voit de l'eau tout autour, on se dit, c'est pas là, a priori, on aura envie de mettre des déchets radioactifs. Le pire qui puisse arriver à un déchet radioactif, c'est de baigner dans de l'eau. Donc d'avoir choisi une zone humide est plutôt surprenant. L'eau, elle migre partout, elle se déplace, et puis il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont solubles dans l'eau, et donc l'eau, elle va finir par emmener tout doucement certains radioéléments et les faire sortir du centre. À Chalk River, on nous dit que les déchets ne vont jamais baigner dans l'eau. C'est pour ça qu'ils ont mis leur installation en hauteur au sommet d'une colline. En plus, pour empêcher le tritium et les autres produits radioactifs de fuir du monticule, ils se tournent vers le polyéthylène. C'est du polyéthylène de haute densité. C'est la ligne noire que vous avez ici. Kerry Rowe est un spécialiste des structures membranaires. Il est un consultant pour le consortium LNC. Il explique que même si cette membrane de géotextile paraît mince, elle peut tout arrêter. Je suis convaincu qu'aucun contaminant qui peut avoir un impact sur l'environnement ne va pouvoir s'échapper. Le monticule serait donc un véritable coffre-fort. Sous les déchets, une base de 2 mètres d'épaisseur qu'on dépose sur le roc. On met d'abord un premier lit de pierre, puis une couche d'argile et une première géomembrane. Par-dessus, une nouvelle couche de pierre, 2 géomembranes, de la pierre et encore de l'argile. C'est un concept qui a beaucoup évolué depuis les 30 dernières années. Celui-ci est le système le plus sophistiqué que j'ai vu. Si durant la pose de la membrane, un trou devait se produire, il y a un système de sécurité. Sous la géomembrane, on met de la bentonite, une poudre d'argile qui gonfle au contact de l'eau. Imaginez une bouteille de plastique avec de l'eau. Si vous percez un petit trou, de l'eau va s'écouler. Si je mets mon pouce par-dessus, il n'y a alors pratiquement plus rien qui va sortir. Cette argile géosynthétique, c'est comme mon pouce. Cela va prendre 50 ans pour remplir le monticule. Une fois rempli, on mettra un toit sur le site composé d'une 3e géomembrane. Le site deviendra alors parfaitement sec selon les promoteurs. Mais il y a une faille importante selon David Boilé. Durant la période de remplissage, l'eau de pluie et la neige entrent à l'intérieur du monticule. Il faut 5 ans pour remplir de déchets chacune des 10 cellules. Durant ces 5 années, il n'y a pas de toit fixe. On mettra une couverture de terre sur les déchets pour les protéger des intempéries. Le fait déjà qu'on ne protège pas l'eau de pluie. Donc ça, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on pratique en France. Donc ça, c'est une première différence. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit, oui. Ça, c'est une grande surprise pour moi. Là aussi, le consortium LNC a une solution.
il va récupérer cette eau par un système de drainage. Nous avons un système de drainage et un système de détecteur de fuite sous la membrane. Toute l'eau qui s'échappe sera récupérée et traitée avant d'être libérée dans l'environnement. Malgré tous ces systèmes de sécurité, les résidents demeurent inquiets. Puis oui, il y a une centrale d'épuration des eaux qui va être installée. Et qu'est-ce qui arrive si elle est hors fonction pendant quelques semaines à cause d'un bris d'un tuyau, à cause de... C'est quoi la solution à ça? Ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec toute l'eau qui s'accumule? Le consortium a prévu plusieurs bassins d'orage et des génératrices pour récupérer l'eau en cas de panne. Toutes ces mesures de sécurité n'ont pas convaincu David Boilet. Il va y avoir des rejets, c'est sûr. L'idée, c'est qu'ils soient suffisamment faibles pour pas que ça ait un impact significatif sur l'environnement et les populations qui pourraient encore habiter là dans quelques siècles. Après la pause, l'expérience française riche d'enseignements. Nous sommes à La Hague, en Normandie. Au sommet de ces collines se trouve le centre de la Manche, le premier site de stockage de surface de déchets nucléaires en France. Sous ces buttes gazonnées, il y a 500 000 mètres cubes de déchets faiblement et moyennement radioactifs. Tous les mois depuis 30 ans, les membres de l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, viennent faire leur tournée d'inspection. Allons-y! Bon, on y va, allez. À la source. Ils se rendent jusqu'au ruisseau Sainte-Hélène, qui passe juste en dessous du centre de stockage. On a commencé à faire des prélèvements en 87 et on a commencé à trouver du tritium, quoi. Le centre de la Manche est fermé depuis les années 90, mais des produits radioactifs s'échappent du site depuis plus de 30 ans. Ça, on peut le dire qu'il n'est pas étanche, parce qu'il y a d'autres affluents de la Sainte-Hélène où on trouve aussi également du tritium. Le tritium, ils en trouvent dans les ruisseaux Sainte-Hélène et Grand-Belle. Ils en trouvent dans tout le bassin versant qui mène 4 km plus loin jusqu'à la mer. Ils en trouvent aussi de grandes quantités près des maisons. Là, on vient de faire des prélèvements dans une fontaine au cœur du village et il y a de la radioactivité dedans, il y a du tritium et c'est le plus fort taux de tritium qu'on peut trouver sur les différentes rivières qui sont sur le plateau de la Hague. Le niveau de danger du tritium est source de débat. Il n'y aurait pas de risque pour la population, nous dit l'ancien directeur du centre de stockage de la Manche. La radiotoxicité du tritium est 1 million de fois plus faible que celle du plutonium. Le tritium fait partie des éléments les moins radiotoxiques. Donc pour arriver à des doses significatives en ingérant du tritium, il faudrait en ingérer des quantités phénoménales, ce qui n'a jamais été le cas dans le cas du centre de la Manche. Ces calculs-là, ils ne veulent rien dire. Donc, il n'y a pas de seuil d'innocuité. Donc, si on en boit tous les jours, toute sa vie, on va augmenter légèrement le risque d'apparition de certaines maladies. Dans la région, ce que les gens craignent, c'est que d'autres produits radioactifs suivent la même route que le tritium. Et le point qui est important pour nous, c'est que là, on met en évidence exclusivement du tritium, mais on sait que dans ce centre de stockage, il y a énormément d'autres éléments radioactifs beaucoup plus dangereux qui ont été stockés, notamment du plutonium. Antoine Bernolin est biologiste de formation, mais c'est l'histoire du centre de la Manche qui le préoccupe. Inauguré en 1969 par Charles de Gaulle, le centre de la Manche était une installation moderne. Mais comme c'était un des premiers centres de stockage de surface en Europe, on aurait commis plusieurs erreurs.
Les premiers dépôts de déchets ont été faits dans des tranchées en pleine terre. Donc on a mis des fûts métalliques donc, qui rouillent en présence d'eau dans les tranchées en pleine terre. Deuxièmement, c'est le lieu sur lequel a été implanté ce centre de stockage, c'est ce qu'on appelait le haut marais. Donc c'est un endroit très humide. Et on sait que le stockage d'éléments radioactifs est complètement incompatible avec un milieu humide. On essaie généralement de s'en affranchir. Au centre de la Manche, on a empilé les barils pour former des tumulus. On a recouvert le tout d'une couche de pierre, d'argile, puis on a mis une membrane par-dessus. Cependant, durant toute la période où on remplissait les alvéoles, il n'y avait pas de toit. Résultat, les barils exposés aux intempéries ont rouillé. On aurait dû mettre un toit pour justement limiter tout le ruissellement des eaux de pluie sur les colis, qui aurait empêché l'entraînement des éléments radioactifs dans la nappe souterraine. Ces erreurs de conception ont toutes été corrigées au centre de l'Aube. Le nouveau site de déchets de surface est situé à 7 heures de route du centre de la Manche. À ce nouveau site de stockage, on a divisé les déchets en 2 catégories. Les déchets de très faible activité qui font l'objet d'une surveillance pendant 30 ans sont au CIRES. Puis, 4 km plus loin, le CSA. C'est ici, dans des voûtes de béton, qu'on met les déchets de faible et moyenne intensité à vie courte. Ces déchets sont sous surveillance pendant 300 ans. Donc là, vous avez le béton brut de l'ouvrage tel qu'il est construit. Et une fois que l'ouvrage est complètement rempli et exploité, on vient, ce qu'on voit ici, rajouter un revêtement d'étanchéité. Donc c'est une résine qui est appliquée directement sur le voile et la dalle au-dessus. Et c'est ce qui permet d'apporter un complément d'étanchéité par rapport au béton. Au nouveau site de stockage, tout a été fait pour corriger les erreurs du passé. On met des toits amovibles partout pour protéger les déchets des intempéries. Au CIRES, où on a mis les déchets de très faible intensité, c'est un toit escamotable en forme de tunnel qui se déplace au fur et à mesure qu'on remplit les alvéoles. Au CSA, où on stocke les déchets de faible et moyenne intensité, ce sont de grandes toitures métalliques qui se déplacent au-dessus des structures. Voilà, c'est un toit donc déplaçable qui peut circuler sur un système de rails qui sont disposés de chaque côté de ces ouvrages. Lorsqu'une section est remplie, le toit se déplace vers la prochaine voûte. Entre le moment où les déchets arrivent donc dans leur camion de transport et le moment où ils sont stockés définitivement ici, effectivement, ils ne voient jamais une goutte d'eau, si je puis dire. L'avantage de cette construction, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une usine d'épuration sur place, puisqu'il y a très peu d'eau qui s'échappe du site. Le centre ici a été construit en fait en enlevant une partie de la forêt et en rendant le sol imperméable en fait pour limiter les infiltrations. Et toutes les eaux de surface qui ruissellent sont collectées ici au niveau de ce bassin d'orage. Et à partir de ce bassin d'orage, on contrôle en fait les rejets vers le milieu naturel via une station de pompage qui va venir rejeter dans la rivière qui est juste derrière ici l'eau du contenu dans le bassin d'orage. Au laboratoire de l'Accro, on confirme que depuis son ouverture il y a 26 ans, le centre de l'Aube n'a pratiquement pas de rejet dans l'environnement. On a fait des études pour la commission locale d'information. On n'a pas trouvé de fuite radioactive pour le moment de ce centre de stockage. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on pourrait avoir des voûtes de béton à Chalk River? Le ministère de l'Environnement du Québec croit que c'est une option intéressante. Dans un document soumis à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le ministère écrit « La voûte en béton de surface assurerait une meilleure fiabilité de construction et une meilleure protection de la santé humaine et de la sécurité à long terme. »
Le consortium LNC, chargé des travaux à Chalk River, dit que les géomembranes ont des avantages sur le béton. Nous n'avons pas besoin de ciment. C'est un avantage d'avoir une structure qui ressemble à du plastique. Elle est plus malléable. Il y a moins de risques de craquer comme le fait le béton. Pour ce qui est de mettre des toits au-dessus des déchets durant la période de remplissage, le consortium LNC estime que ce n'est pas nécessaire puisqu'ils ont déjà une usine de traitement des eaux sur place. C'est une grande surface. Avec le système de collecte et de traitement des eaux, on n'a pas besoin d'un toit. Ce sera un vrai défi d'ingénierie de mettre un toit, étant donné la taille du projet. Le consortium est convaincu de l'efficacité de son installation. Mais David Boilé, lui, demeure inquiet. On a l'impression que ces leçons n'ont pas traversé l'Atlantique parce que le site de stockage à Chalk River est quand même dans une zone entourée de lacs et de zones humides, et puis les alvéoles ne vont pas être couvertes d'un toit pendant la phase d'exploitation. Donc ces deux principales leçons qui viennent du fait que l'eau est l'ennemi numéro 1 des déchets radioactifs n'ont pas traversé l'Atlantique et n'ont pas été retenues. Après la pause, des scénarios inquiétants. Toutes les installations pour les déchets nucléaires ont le même défi: construire des coffres-forts géants qui vont durer des siècles et des siècles. Dans le cas de la radioactivité, c'est un peu spécifique parce que la radioactivité disparaît plus ou moins rapidement dans le temps en fonction des éléments. Et l'idée, c'est de les garder isolés au moins le temps que la radioactivité disparaisse. Donc c'est un peu une course contre la montre entre le fait qu'il risque de migrer et sa décroissance radioactive. Pour permettre cette décroissance en toute sécurité, les colis de faible et moyenne intensité du centre de l'Aube sont placés dans des barils métalliques ou des coffrages de béton. En France, ces coffres-forts de béton sont conçus pour durer 300 ans. Mais même après 3 siècles, le site demeure radioactif. Alors, au bout des 3 siècles, les colis peuvent présenter encore quelques traces de radioéléments, en particulier pour la radioactivité, des traces de radioéléments à période un petit peu plus longue. Ce que nous faisons ici et les déchets qui sont présents ici présentent un niveau d'activité suffisamment faible pour faire en sorte qu'au bout des 3 siècles, le niveau de danger résiduel soit extrêmement faible. À Chalk River, la période de décroissance est encore plus longue. Le coffre-fort qu'on veut construire ici doit durer 5 siècles. Si on recule dans le temps de 500 ans, Montréal n'existe pas. Québec non plus. Comment construire un coffre-fort qui va traverser cette échelle de temps? Leur emballage, qui est l'emballage qu'ils proposent, c'est 500 ans. Mais même si tu le fais en béton, le meilleur béton au monde, avec les meilleurs matériaux au monde, il n'y a rien qui dure, tu sais, des milliers d'années. On n'a pas ces produits-là. L'humain n'a pas inventé ça encore. Ginette Charbonneau plaide pour qu'on enfouisse ces déchets profondément sous terre. Alors, pourquoi faire un projet si compliqué, qui a tellement de paramètres, tellement de variables, la façon de disposer les déchets, pourquoi faire ça si compliqué alors que si c'était dans des voûtes souterraines, dans un sol stable, comme un mélobouclier canadien, là, ce serait plus simple, il me semble. Cette solution a été envisagée, mais coûterait 10 milliards de dollars, selon les estimés des laboratoires nucléaires canadiens.
L'installation à la surface est parfaitement adaptée pour l'immense volume de déchets que nous avons. Les enfouir dans un dépôt géologique profond serait très compliqué et très coûteux. Autre inquiétude, les climats extrêmes. Si on avait enfoui les déchets profondément sous terre, ils seraient protégés des intempéries. Mais en les mettant à la surface, ils sont exposés à toutes sortes de catastrophes naturelles. Les changements climatiques nous montrent que vraiment, on fait face à des situations qu'on n'a jamais connues auparavant. Comment ils peuvent prévoir, être prêts pour des situations qu'on n'aura pas vues? Dans leur étude environnementale, les laboratoires nucléaires canadiens démontrent que le monticule peut résister à toutes sortes de catastrophes naturelles. On y apprend, par exemple, que la structure est à l'épreuve des incendies, des glaciations et des pires inondations. Même dans le pire des scénarios que nous pouvons imaginer, même s'il y a une immense tempête de pluie et que tous les barrages cèdent, l'eau ne se rendra jamais jusqu'à ce niveau. Parmi les autres scénarios catastrophes, ils ont étudié l'effet des tremblements de terre sur le monticule. Ça a été conçu pour ça. On peut construire des édifices qui résistent aux tremblements de terre. C'est la même chose pour l'installation. On sait qu'elle va survivre à ça. Chalk River est près d'une zone sismique. Qu'arrivera-t-il dans le cas d'un gros séisme directement sur le site? Il est écrit dans l'étude environnementale, si un séisme se produisait sur le site du projet ou à proximité, celui-ci pourrait entraîner une rupture des matériaux. Ceci pourrait entraîner l'exposition des déchets radioactifs à la surface et le lixivia pourrait s'écouler dans les eaux souterraines sans avoir été traité. Les opposants au projet ont des doutes sur la durabilité de la géomembrane. Ils se demandent si cette toile va demeurer étanche pendant 5 siècles. Ces membranes-là ont une durée de 500 ans à une température donnée. Si la température est plus élevée, les membranes se dégradent. OK, c'est pas sûr que s'il fait 40 degrés centigrades, que la membrane va avoir la même intégrité. Pas de souci, nous dit le spécialiste des géomembranes, Kerry Rowe. Elles peuvent tenir le coup 3 fois plus longtemps. Je viens de terminer des tests sur une membrane. Nous l'avons testée pendant 17 ans. On l'a exposée aux mêmes températures qu'on retrouve dans le monticule. Selon nos prévisions, elle va durer plus de millénaire, soit plus de 1700 ans. Selon cette étude, le coffre-fort va survivre à la plupart des catastrophes naturelles. Mais il y a un scénario qui pourrait permettre à l'eau radioactive de sortir du site. C'est ce qu'on appelle l'effet baignoire. C'est prévu dans l'étude d'impact que j'ai lue. Effectivement, on peut imaginer que dans quelques siècles, il y a une rupture de la membrane, il y a eu beaucoup d'eau, et puis que la membrane du bas ne soit pas, elle, entièrement abîmée, donc, et que l'eau se pénètre mais soit retenue, et donc que les déchets baignent. C'est ce qu'ils appellent le scénario baignoire. Ce qui inquiète David Boilé, c'est que cette eau radioactive déborde et coule sur les flancs du monticule jusqu'au ruisseau Perch. Et dans ce cas-là, comme les déchets vont baigner dans l'eau, les radioéléments vont passer plus rapidement dans l'eau et donc contaminer. Et cette eau, quand elle va sortir, elle sera fortement polluée. Ouais. Selon les laboratoires nucléaires canadiens, l'effet baignoire existe bel et bien, mais il ne pourrait pas se produire avant l'an 2400. Mais qu'est-ce qui se passerait si cela se produisait avant? Tout le monde espère que ça n'aura jamais lieu, mais en cas d'accident, des quantités rejetées qui sont dignes d'une installation nucléaire en fonctionnement. Là, on n'est pas un site qui confine, là, ça va rejeter des quantités assez importantes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'extrémité du site qui descend en bas de la colline. C'est ici que l'installation commence? Ici, c'est le haut de l'installation. Malgré toutes ces critiques, le consortium LNC est convaincu d'avoir choisi le meilleur site.
Lorsqu'on analyse tous les aspects, l'hydrologie, l'élévation, la géologie, ce site, d'un point de vue scientifique, est le meilleur emplacement. Jason et Elsa continuent de surveiller la qualité d'eau de la rivière et gardent un mince espoir que le consortium va déplacer son monticule. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il revoie l'emplacement. C'est à 1 km de la rivière des Outaouais, dans une zone marécageuse, donc qu'il revoie l'emplacement, puis qu'il revoie la technologie aussi. Il faut avoir des solutions qui sont sérieuses et qu'on peut gérer à travers le temps, de passer la connaissance d'une génération à l'autre, de passer la responsabilité de garder ce produit humain que nous, on a fait, d'une façon responsable pour des générations et des générations. Et chaque génération, on passe à l'autre d'une façon responsable. C'est à la Commission canadienne de sûreté nucléaire que revient la décision d'aller de l'avant ou non avec le projet. Des audiences publiques sont prévues à cet effet au cours des prochains mois.